Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle exploration au cœur des idées qui peuvent concrètement transformer notre quotidien. Aujourd'hui, on s'attaque à une mission, disons, assez ambitieuse. C'est le moins qu'on puisse dire, oui. L'objectif de notre plongée du jour, c'est de comprendre comment désactiver ce fameux pilote automatique mental. Tu sais, ce truc qui nous fait avancer sans trop savoir pourquoi, pour enfin reprendre les commandes de sa propre existence. Et pour ça, on va s'appuyer sur un livre qui est vraiment fascinant. Exactement. L'ouvrage s'appelle Vie intentionnelle de Jean-Charles Kurdali. C'est une lecture qui s'adresse vraiment à quiconque se sent un peu écrasé par l'infobésité ambiante, ou alors coincé dans une routine qui manque de sens, ou même simplement aux esprits curieux qui veulent optimiser leur approche du monde. Ouais, le point de départ du livre, il pose une problématique hyper forte. Il met le doigt sur le grand paradoxe de notre époque. C'est-à-dire? En gros, on vit dans une ère de paix et d'abondance technologique qui est totalement inédite. Jamais dans l'histoire, on a eu autant de confort matériel. Ouais, on a tout à portée de clic. C'est ça. Mais paradoxalement, cette même abondance, elle crée de l'anxiété, une distraction constante et un sentiment de vide assez profond. L'auteur utilise un concept philosophique très intéressant pour décrire la technologie. C'est l'idée du pharmacon. Ah oui, le remède et le poison en même temps. Voilà. La technologie nous connecte à la Terre entière, mais elle nous coupe de nous-mêmes. C'est à la fois la maladie et le traitement. Bon, alors, décortiquons tout ça. Comment ce livre propose-t-il un vrai antidote philosophique et entrepreneurial à ce poison de Tité Duhaime? Parce que le diagnostic, il est posé de manière hyper concrète avec deux personnages, deux archétypes. Tout à fait. Et on commence par le premier, qui fait un peu mal à lire d'ailleurs. Stéphane. Ah, Stéphane, l'allégorie de la vie par défaut. Le livre le décrit avec des détails qui sentent vraiment le vécu. C'est un cadre parisien, une trentaine d'années, qui court littéralement après le temps. Il enchaîne les réunions qui l'ennuient profondément. Et il vit presque exclusivement pour le regard des autres. Le soir, il rentre, il est vidé, il scrolle sans fin sur son téléphone, et il attend juste le vendredi soir avec désespoir. Le truc important, c'est que l'auteur ne juge pas du tout Stéphane. C'est pas le grand méchant de l'histoire. Non, c'est clair. C'est juste une feuille morte emportée par le vent. On a tous été Stéphane à un moment donné. C'est exactement ça. Et ce qui rend cette situation si commune, ça remonte à des trucs très anciens. L'auteur fait le lien avec Blaise Pascal. Au XVIIe siècle, oui. Pascal disait que tout le malheur des hommes vient d'une seule chose, c'est de ne pas savoir rester en repos dans une chambre. Et c'est le drame de Stéphane. S'il pose son téléphone, s'il coupe les notifications, Il se retrouve face à lui-même. et ça c'est terrifiant, le silence angoisse. Donc, face à cette inertie, le livre amène l'antithèse absolue, le deuxième archétype, qui est Achille. L'homme qui mène une vie à 100% intentionnelle? Voilà. Achille, il connaît ses valeurs, il cultive sa vitalité, il sait dire non. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'Achille, c'est souvent un ancien Stéphane qui a eu un déclic. Et la vraie question, du coup, c'est comment on passe de Stéphane à Achille. Et c'est là qu'intervient le concept central du livre, un mot valise que j'ai trouvé génial, le philopreneur. Le philopreneur, oui, c'est un concept hybride assez audacieux. C'est la fusion entre la réflexion du philosophe et l'action de l'entrepreneur, c'est ça? Exactement. Culturellement, on oppose souvent le penseur dans sa tour d'ivoire et le faiseur qui a les mains dans le cambouis. Mais le philopreneur, c'est l'état transitoire parfait. Le philosophe apporte l'introspection, le pourquoi. Il prend le temps de réfléchir. Et l'entrepreneur apporte le courage de passer à l'action, le comment. Parce que penser sans agir, ça ne mène à rien. C'est stérile. Et agir sans penser, c'est le meilleur moyen de grimper une montagne très vite pour se rendre compte, arrivé en haut, que c'était pas la bonne montagne. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Pour illustrer cette capacité à agir avec justesse dans le présent, l'auteur prend l'analogie du joueur de tennis. Un gars comme Roger Federer, par exemple. Une très belle analogie. Au moment de frapper la balle, il ne pense absolument pas à la Coupe de Wimbledon ou au classement ATP. Il est focalisé uniquement sur l'instant présent et l'exécution de son geste. Et ça, c'est de la philosophie pure appliquée au réel. C'est directement lié au stoïcisme et à la fameuse dichotomie du contrôle d'Épictète. Séparer ce qui dépend de nous de ce qui n'en dépend pas. Exactement. Le joueur de tennis, il contrôle pas le vent, il contrôle pas la chance de son adversaire, ni l'humeur du public. Il contrôle juste l'attention de son bras et son placement. Et l'auteur croise cette sagesse antique avec des concepts très modernes, comme la responsabilité absolue de Jocko Willink. L'ancien militaire américain. Oui, l'idée c'est de rapatrier toute son énergie sur sa propre sphère d'influence. On arrête de se plaindre de la météo ou de l'économie et on agit sur ce qu'on maîtrise.
Et il y a un autre concept moderne qu'il greffe là-dessus, c'est l'antifragilité de Nassim ou Nicolas Taleb. Et là, j'aimerais qu'on s'y arrête une seconde. Souvent, les gens confondent résilience et antifragilité. C'est une confusion hyper fréquente. Concrètement, c'est quoi la différence? Pour faire simple, imagine un colis. La résilience, c'est le colis sur lequel il y a écrit fragile, mais qui est bien emballé. Si tu le fais tomber, il encaisse le choc, il reste intact. Il revient à son état normal. Le roseau qui plie mais ne rompt pas. C'est ça. L'antifragilité, ce serait un colis avec une étiquette qui dit « s'il vous plaît, secouez-moi ». Le système antifragile ne fait pas que survivre au chaos, il en a littéralement besoin pour devenir meilleur. Comme le muscle qu'on déchire à la salle de sport pour qu'il repousse plus fort. Exactement. Et mentalement, c'est voir les échecs non pas comme des impasses, mais comme un processus alchimique qui transforme le plomb en or. L'obstacle te nourrit. C'est d'ailleurs très proche de l'amor fati de Nietzsche. L'amour du destin? Oui, aimer son destin. Pas juste le supporter ou le tolérer, mais l'aimer. Se dire que chaque difficulté est exactement ce dont on avait besoin pour grandir. On refuse totalement la fatalité. C'est puissant. Mais même avec cette résilience et cette philosophie, si on n'a pas de cap, on tourne en rond avec beaucoup d'efficacité. Et l'ouvrage parle longuement de la direction, de la création de sens. La fameuse mission. Voilà. Et il y a cette anecdote fascinante sur Romain Gary dans le livre. Quand il était gamin, sa mère vivait dans la précarité totale, mais elle lui prophétisait un destin grandiose. Elle lui répétait en boucle ce qu'il allait devenir. Oui, elle disait tu seras un héros, tu seras ambassadeur de France, un grand écrivain ». Ça paraissait complètement fou à l'époque. Mais cette vision est finie par s'incarner. Ça montre la force de gravité d'une vision claire. Sauf que pour le commun des mortels, trouver sa mission, ça peut être super angoissant. L'auteur propose donc un exercice pratique hyper malin. Pour débloquer ça, ce sont les 3 odyssées. Ah oui, cet exercice est génial. Tu dois imaginer ta vie selon 3 scénarios. Le premier, c'est ta vie si tu continues exactement sur la même voie. Le deuxième, c'est d'imaginer ta vie si demain, ton métier actuel disparaît complètement de la surface de la Terre. Tu dois te réinventer de force. Et la troisième odyssée, qui est de loin la plus révélatrice, je trouve. Oui, imaginer ta vie si l'argent et le regard des autres n'avaient absolument plus aucune importance. Retirer la pression financière et sociale, ça enlève un poids énorme. Ça permet de vraiment voir ce qui nous anime. Mais le livre met en garde. Même si tu trouves ta mission, tu dois survivre à notre époque pour l'accomplir. Et notre époque, c'est l'ère des distractions massives. C'est là qu'on en revient au pharmacone et à la technologie. Exactement. Il explique qu'il faut se bâtir une citadelle intérieure. C'est un concept de l'empereur stoïcien Marc Aurèle, mais modernisé. Aujourd'hui, cette citadelle, c'est le deep work, le travail en profondeur, théorisé par Cal Newport. Se concentrer sans aucune distraction sur une tâche complexe. C'est vital. Si tu ne reprends pas le contrôle de ton attention, les algorithmes vont la piller. Surtout avec les réseaux sociaux. C'est une guerre de l'attention. L'auteur introduit d'ailleurs une idée de Naval Ravikant ici, qui dit que la vie moderne est faite de multiples jeux. Il y a le jeu du statut, le jeu de l'argent, le jeu des relations. Et Stéphane, notre cadre du début, il joue au mauvais jeu en fait. Il joue au jeu du statut social sans s'en rendre compte. Et c'est un jeu à somme nulle, qui épuise. L'objectif, c'est d'avoir un pied dans l'esprit du temps et un pied en dehors. C'est joliment dit. Un pied dedans, un pied dehors. Oui, ça veut dire maîtriser les outils numériques comme des leviers. S'en servir pour créer ce qu'il appelle un monopole personnel. Le monopole personnel, c'est l'idée d'être tellement unique dans la combinaison de ses compétences et de sa personnalité qu'on n'a plus de concurrence. C'est ça. On utilise Internet pour diffuser sa singularité, sans jamais en devenir l'esclave. On crée au lieu de consommer. Bon, on a vu de grands principes philosophiques, mais ce que j'aime beaucoup dans ce livre, c'est qu'il atterrit toujours sur du très concret. Une fois qu'on a fermé le bouquin, qu'est-ce qu'on met en place? Les systèmes quotidiens. Voilà. Des mécanismes simples. Le premier, c'est la journée minimum viable. Une approche redoutable contre la procrastination. L'idée, c'est de ne plus faire de to-do list à rallonge qui nous déprime. On choisit seulement 3 à 5 actions essentielles par jour. Les actions qui font vraiment avancer notre mission. Et quoi qu'il arrive, on les fait. Ça garantit une progression constante. Et ça se couple avec une autre habitude, la revue de la semaine intentionnelle. Chaque dimanche, on fait un bilan. On regarde ce qui a marché, ce qui a échoué, On analyse notre emploi du temps froidement. et on ajuste. L'auteur pousse aussi énormément la pratique de l'écriture quotidienne, le journaling. C'est pour vider son esprit, mettre ses pensées sur papier et s'assurer que nos actions quotidiennes sont bien alignées avec nos valeurs profondes. C'est marrant parce que tous ces outils de structure, ces cadres très définis, ça aide à combattre ce que l'auteur appelle le syndrome de Peter Pan.
La peur viscérale de choisir. Oui, la peur de s'engager. Aujourd'hui, on a tellement d'options de vie possibles qu'on veut garder toutes les portes ouvertes. Et au final, on reste dans le couloir sans jamais entrer dans aucune pièce. C'est le paradoxe du choix. Renoncer à d'autres vies potentielles pour en vivre vraiment une. Et l'action intentionnelle, c'est le seul remède à ça. Par contre, il y a un point crucial qu'il faut absolument aborder avant de conclure, le 7e principe du livre. Ah oui, très important pour ne pas faire de contresens sur l'œuvre. Parce qu'en entendant parler de citadelle intérieure, de monopole personnel, on pourrait se dire que la vie intentionnelle, c'est un truc de narcissique égoïste qui veut juste optimiser sa petite vie dans son coin. Ce serait une lecture complètement erronée. Le livre n'est pas une ode à l'hyper-individualisme. En fait, la démarche d'élévation personnelle a un but ultime qui nous dépasse. Redonner aux autres, Exactement. Construire son indépendance et sa force, c'est pour pouvoir devenir un pilier pour sa communauté. Il parle de construire son jardin d'Épicure. s'entourer d'un groupe sain. Oui, un environnement bienveillant. L'auteur utilise un terme que j'aime beaucoup, le sénus, inventé par Brian Eno. C'est le contraire du génie solitaire. Le sénus, c'est l'intelligence et la force créative qui naissent d'un groupe uni. L'individu épanoui fait société en fait. Il aide les autres à s'élever à leur tour. C'est l'aboutissement de l'intentionnalité. On se libère soi-même pour ensuite libérer les autres de l'inertie. C'est un message hyper enthousiasmant. En refermant Vie intentionnelle, on comprend que ce n'est pas un banal livre de productivité pour faire plus de réunions dans la journée. C'est un manuel de révolte douce contre la médiocrité ambiante. Une révolte silencieuse mais puissante. Ça donne vraiment une envie irrépressible de s'asseoir avec un carnet et de redessiner sa propre trajectoire, de sortir des schémas préconçus. C'est clair. Et pour prolonger un peu tout ça, j'aimerais partager une pensée provocatrice avec ceux qui nous écoutent. Vas-y. Si on imagine l'existence comme un immense fleuve en mouvement, la plupart des gens se contentent d'être un bout de bois flottant à la dérive. Ils sont ballottés par les courants, par les attentes de la société, par les algorithmes. Le fameux pilote automatique. Exactement. Le courant va nous emporter, de toute façon, le temps passe. Mais la véritable question, c'est de savoir quelle posture on adopte face à ça. Si notre vie est un roman qui s'écrit au jour le jour, on doit se poser cette question ultime. Qui tient réellement le stylo du prochain chapitre? Est-ce que c'est l'inertie ou est-ce que c'est nous? Une excellente question pour clôturer cette exploration. Gardez le stylo bien en main. Merci de nous avoir suivis et à très vite pour une nouvelle plongée.